Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous vous invitons à un webinaire sous l'égide de la NINF, de la SFN, Société française de neurologie, et du Collège d'enseignants. Devinez, nous allons parler de l'EAN, l'European Academy of Neurology, et du congrès qui vient juste de se tenir. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs invités, chacun dans une discipline différente, qui vont nous dire les incontournables de l'EAN. David Bandetowicz pour les neurodégénératifs et les mouvements anormaux, Bastien Herlin en épilepsie, Benjamin Bardel en nerfs-muscles et Charlotte Rousseau en vasculaire. Donc ces 4 personnes ont travaillé pour vous et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Dernière petite chose, restez avec nous jusqu'à la fin. Alors, une petite introduction, l'EAN 2020 devait se passer en 2020 à Paris. Et c'est donc de Paris que nous faisons ce webinaire, mais ça s'est fait en virtuel et grâce à cela, il y a eu 41 000 inscrits, en fait un peu plus, dont 11 000 Brésiliens. Bon, c'était gratuit, mais ça a été également très attractif. Pratiquement la moitié de ces personnes inscrites étaient des jeunes neurologues. Et en moyenne, 2500 personnes écoutaient les plénières et autour de 300 à 500 les réunions plus réduites. Donc, c'est très bien, mais évidemment, on manque un peu l'interaction entre les personnes. Et l'an prochain, ce sera à Vienne, et l'EAN sera mixte, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois une partie qui sera virtuelle, comme cette année, car ça a été un gros succès, et une partie en présence, afin que les relations entre les personnes puissent se créer. Nous avons décidé, avec Adam, de faire un petit flash, et toute l'équipe, de faire un petit flash sur le Covid et les points forts des sessions. Donc le Covid, on va en faire un petit mot, et puis les points forts des sessions, ce sont nos 4 invités. Pour le Covid, 2 orateurs ont été particulièrement distingués, Renaud Dupasquier en Suisse et Elena Moreau en France. Que nous ont-ils dit? Des choses que vous savez peut-être déjà, et je vous invite à revenir au webinaire qui a été fait sur le Covid et qui est formidable. Donc regardez-le et voyez s'il y a des analogies et des différences. Donc que savons-nous? Eh bien, nous savons que certes, l'hypertension artérielle est un facteur de risque pour la gravité de la maladie, mais par contre, le fait de prendre des IEC n'est pas un facteur de risque supplémentaire. Donc, malgré le fait que le virus va aller sur le récepteur de l'angiotensine, ça ne rejoute pas un risque supplémentaire et c'est tant mieux. Que savons-nous d'autre? Nous savons que c'est une maladie dans laquelle il y a un orage inflammatoire et il y a 2 facteurs prédictifs négatifs de survie et donc de gravité, qui sont la présence d'une lymphopénie, comme vous le voyez sur le petit graphique en bleu, et l'augmentation de l'IL6. Donc ça, ce sont des marqueurs simples, surtout pour la lymphopénie, et malheureusement, ce sont des facteurs de mauvais pronostic, ce qui entraîne l'idée de donner des traitements à visée immunologique. Troisième chose, nous sommes neurologues, donc nous nous intéressons au tropisme pour le cerveau. Et pas n'importe quel tropisme, puisque c'est le tronc cérébral. On attribue une partie des troubles ventilatoires à une atteinte des centres respiratoires du tronc cérébral et l'hypothalamus, avec parfois des fièvres et des modifications tensionnelles. Et puis les mécanismes d'action sont multiples, l'action directe du virus, mais pas que, l'inflammation, dont nous avons déjà parlé, quelque chose d'assez original, mais assez dévastateur, l'atteinte endothéliale, et cet état hyperthrombotique qui va donner des thromboses veineuses et artérielles multiples, de petits et de gros calibres, cette espèce de viral sepsis avec une augmentation des dimères et parfois un CIVD. Et à l'intérieur du cerveau, ça ne s'attaque pas qu'aux neurones, mais vous verrez qu'il y a aussi des atteintes qui vont se faire sur les oligodendrocytes, la microglie qui va être mise en jeu, et bien sûr toute la cascade inflammatoire. Alors ça, c'est la connaissance, on va dire, physiopathologique, et pour la partie périphérique, car il ne faut pas oublier cela, eh bien, il y a une espèce de molecular mimicry comme dans d'autres syndromes inflammatoires périphériques. La conclusion de Renaud Dupasquier était donc ce que je vous ai dit, le récepteur est bien présent dans le cerveau, le récepteur de l'angiotensine. Le coronavirus peut infecter les neurones, mais dans les rares études neuropathologiques, il y a peu de coronavirus vus dans les neurones, donc il y a sûrement d'autres mécanismes. Les types de complications neurologiques sont absolument multiples et encore la liste n'est pas exhaustive. Méningoencéphalite, confusion, encéphalopathie, quelque chose qui ressemble à des encéphalites immunitaires, crise d'épilepsie, troubles psychiatriques, anosmie bien sûr, atteinte périphérique, atteinte centrale, troubles respiratoires, j'en passe. Bien sûr, accidents vasculaires de petites et de gros calibre pour les grosses et les petites artères. Le long terme, c'est à vous de l'étudier, c'est à nous tous de l'étudier.
y aura-t-il des séquelles neurologiques, comme dans le passé pour certaines infections virales, des séquelles aussi de ressenti des patients à suivre. Ce sera peut-être l'occasion d'un prochain webinaire. Donc, la deuxième partie, c'était la partie pratique, clinique. Elena Moreau. Elena Moreau a été extrêmement active, comme Thomas de Brocaire et aussi Jean-Christophe Corvol, pour créer des grosses cohortes de patients, et donc vous contribuez tous. L'impact, malheureusement, du Covid en Europe a été très puissant, et donc vous voyez qu'on est un petit peu dans le groupe des champions, malheureusement. La Russie a été fortement frappée, l'Italie bien sûr, l'Espagne et aussi l'Angleterre. Donc, que faisons-nous avec cela? Eh bien, Elena Moreau et l'équipe de l'EAN a lancé une grande survey, un grand registre de tous les patients qui peuvent avoir une atteinte neurologique, et ça a été donc mis en évidence par un article qui vient juste de sortir dans le Lancet au mois de juin, donc nous sommes au cœur de l'actualité. Je vous remercie d'y contribuer. Très bon webinaire, et maintenant à nos orateurs. Donc je les représente. Nous avons Charlotte Rousseau qui travaille ici dans le centre neurovasculaire de la Salpêtrière, qui va parler en premier. Ensuite, David Bendekovic qui travaille à l'ICM pour la neuropsychologie. Bastien Herlin, ICM aussi, et partie clinique pour l'épilepsie. Et Benjamin Bardel qui nous arrive de Mont-d'Or sur le nerf et le muscle avec une balance neurophysiologie. Merci beaucoup à vous et on vous écoute. Charlotte, à toi. Donc, bonsoir à tous. Donc, nous sommes là pour parler des incontournables en pathologie cérébrovasculaire. Donc, pendant l'EAN, la pathologie cérébrovasculaire était à l'honneur avec plus de 280 communications. Il y a eu des choix à faire, donc je vais vous présenter seulement une petite partie. Tout d'abord, il faut absolument s'arrêter pour féliciter l'équipe de la Riboisière qui a reçu le Brain Prize de la Lundbeck Foundation pour les travaux sur le cadazine. Donc, il s'agit du professeur Marie-Vermeer-Bousset, du professeur Hugues Chabria, d'Elisabeth Tournier-Lasserve en génétique et de Anne Joutel pour les modèles précliniques. À l'occasion de ce prix, le professeur Hugues Chabria a exposé les travaux des 30 dernières années que cette équipe a réalisé dans le cas d'asile lors du symposium présidentiel. Et je vous invite à réécouter cette présentation très riche et un bel exemple de recherche translationnelle. Donc, pendant cette présentation, la première chose a été l'identification dans les années 90 du gène Notch3. Et après, l'exposé s'est déroulé en montrant la partie recherche clinique qui est résumée ici à gauche et recherche préclinique ici à droite. Donc, dans la recherche clinique, le professeur Chabria a montré que grâce à l'identification génétique du gène, ils ont pu décrire toutes les formes cliniques du cas d'asile, même faire un premier essai randomisé, même si celui-ci était négatif. Et parallèlement, il y a toute une recherche avec les patterns IRM pour savoir si entre les hypersignaux de la substance blanche et les lacunes, on a un facteur prédictif de la sévérité de la maladie. Et il se trouve que ce sont les lacunes et pas l'étendue des lésions IRM qui font la sévérité des tableaux cliniques lors du cas d'asile. Dans la deuxième partie de cette présentation, le professeur Chabria détaillait les travaux d'Anne Joutel sur le modèle préclinique, donc un modèle donc murin de cas d'asile qui a permis de bien mettre en évidence toutes les altérations des petits vaisseaux lors de cette maladie et même de tester de l'immunothérapie. Il faut savoir que le cas d'asile est aussi l'exemple même génétique de toutes les maladies des petits vaisseaux. Et donc, encore une fois, si vous n'avez pas pu réécouter cette présentation, et félicitations pour l'équipe de la Riboisière et cette belle recherche. Donc, comme je vous ai dit, après, il y avait plus de 280 présentations. Donc,
j'ai choisi d'aborder 3 thèmes. En phase aiguë, la prise en charge de la pression artérielle lors des 6 premières heures de l'infarctus cérébral. De faire un focus sur un débat qui est toujours d'actualité, qui est la thrombolyse et la thrombectomie lors des accidents vasculaires ischémiques dits mineurs, c'est-à-dire dont les symptômes ne sont pas importants. En pratique, cela veut dire que le NIHSS est inférieur à 5. Et puis, dans les présentations orales et les e-posters, il y avait deux communications très intéressantes sur les facteurs prédictifs du devenir de l'AVC à 3 mois, incluant les paramètres de la numération formule sanguine. Donc, commençons par la pression artérielle. Certains d'entre vous savent qu'il y a toujours une controverse. Dans les 6 premières heures, on ne veut pas que la pression artérielle soit trop basse parce qu'on veut maintenir une pression de perfusion cérébrale correcte, mais on sait aussi que l'hypertension artérielle est un facteur de transformation hémorragique lors de la thrombolyse. Donc l'étude Enchanted est parue fin 2019, est une étude de phase 3 chez plus de 2000 patients qui a randomisé les patients en un traitement antihypertenseur intensif avec une cible aux alentours de 130-140 de systolique, ou ce qu'on fait de façon standard pour les patients thrombolysés, c'est-à-dire qu'on les met en dessous de 185 de systolique. L'objectif était sur le devenir par le score de Rankin en analyse ordinale à 3 mois. Donc, le premier résultat est que déjà, on est capable, en fait, avec les traitements qui étaient laissés libres à l'appréciation du clinicien, on est capable de baisser la tension artérielle en phase aiguë d'accident vasculaire. Est-ce que ça va donner quelque chose sur le devenir? Ça diminue les transformations hémorragiques, le fait de baisser la pression artérielle dans le groupe intensif, il y avait moins de transformations hémorragiques, mais pas forcément les symptomatiques, celles qui vont gréver le pronostic. Si on regarde donc ces barres de Rankin, donc c'est présenté de 0 à 6, ce qu'on cherche, c'est un shift entre le groupe intensif et le groupe standard, et vous voyez qu'on n'a pas de shift, on n'a pas d'effet du traitement intensif sur le devenir à 3 mois. Les analyses complémentaires ont cherché s'il y avait un effet sur les groupes de patients qui étaient connus hypertendus versus non, et il n'y a pas non plus d'effet dans les sous-groupes. En fait, le sujet est loin d'être clos. Les études continuent sur la pression artérielle en phase aiguë d'accident vasculaire, que ce soit en préhospitalier, peu importe le diagnostic, si c'est un infarctus ou une hémorragie, et puis de façon plus spécifique sur la pression artérielle lors des traitements de reperfusion, que ce soit la thrombolyse ou la thrombectomie mécanique. Donc, dans quelques années, on aura peut-être une réponse à cette question. Deuxième question, est-ce qu'on a avancé dans le fait de savoir s'il fallait thrombectomiser les accidents mineurs? Donc, vous savez que les accidents mineurs, c'est-à-dire définis par un score NIHSS inférieur à 5, n'ont pas été inclus dans les études de la thrombolyse, ni dans NINDS, ni dans ICAS 3. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'il faut faire dans ces accidents mineurs. En ce qui concerne la thrombectomie, là aussi, on n'avait pas de NIH faible. On avait quelquefois des volumes faibles estimés par le score ASPECT, mais pas de quoi tirer des conclusions a posteriori. Donc, quelles ont été les présentations à l'EAN parlant de ce sujet? Dans la session de l'European Stroke Organization, on nous a présenté l'étude PRISM sur la thrombolyse sur les NIHSS inférieurs à 5, peu importe l'état artériel intracrânien. Donc, il y avait 2 bras dans cette étude, thrombolyse plus un placebo ou placebo plus aspirine. Malheureusement, cette étude a été stoppée, elle était planifiée pour 900 patients. Et le recrutement était assez faible et on nous a aussi évoqué des raisons financières, ce qui fait que 315 patients ont été analysés avec un NIH médian, vous voyez, très faible à 2. Et alors, quels sont les résultats? Vous avez les barres de Rankin, ici avec le RTPA et en dessous le groupe qui a reçu l'aspirine. Et vous voyez qu'il n'y a absolument pas de différence dans le devenir pour ces patients. Par contre, comme tout traitement par thrombolyse, on a un surrisque hémorragique. Donc, bon, manque de puissance peut-être, mais ce n'est pas un feu vert
pour thrombolyser les accidents mineurs sans autres critères de sélection. Alors, quels autres critères de sélection? Évidemment, celle d'une occlusion proximale visible lors de l'angioscanner ou lors de l'angio-IRM. Et le docteur Steve Goulis nous a présenté son étude sur 336 patients, donc un NIH strictement inférieur à 6 avec une occlusion proximale, c'est-à-dire du tronc de l'artère cérébrale moyenne. Et les patients étaient randomisés en thrombolyse ou pas thrombolyse. Donc, le résultat, cette fois-ci, est un résultat positif. Donc, si vous voyez dans le tableau ici, ce qu'ils appellent LFI et l'indépendance fonctionnelle, c'est-à-dire les patients qui ont tout récupéré ou qui ont des symptômes très mineurs à 3 mois. Et donc, on a 85% dans le groupe thrombolysé et 74% dans le groupe non thrombolysé. On voit cette fois-ci ce fameux shift sur la barre des thrombolysés, ce shift vers la droite qui montre un meilleur pronostic neurologique. Alors, ça correspond à déjà ce qu'on fait un peu en dehors des clous, on va dire, c'est-à-dire thromboliser des NIH mineurs avec une occlusion proximale. Mais vous savez que nos pratiques ont changé. Et qu'en est-il finalement d'offrir à ces patients une approche combinée, c'est-à-dire thrombolyse, thrombectomie, quand ils ont une occlusion proximale? Ce n'est pas tranché. Pierre Senners de l'équipe de Sainte-Anne a fait une très jolie présentation au nom du Minor Stroke Group. Donc, c'est une étude rétrospective avec beaucoup de centres en France, 598 patients, un NIH là encore strictement inférieur à 6 et une occlusion proximale et un peu moins puisqu'on avait les branches de l'artère cérébrale moyenne après la trifurcation. Donc, en fait, il a séparé les patients ayant eu la thrombolyse et ceux ayant eu l'approche combinée, en posant la question d'abord du bénéfice de cette approche combinée, et puis est-ce qu'il y avait une influence finalement du site de l'occlusion? Est-ce qu'il y avait une différence entre les patients qui avaient une occlusion très très proximale et ceux plus distants? Les résultats présentés montrent que globalement, il n'y a pas de différence entre les deux approches sur le Rankin 01, donc sur l'indépendance fonctionnelle, si on prend tous ces patients. Par contre, il a montré qu'il y avait une influence du site de l'occlusion artérielle sur le devenir neurologique, c'est-à-dire que l'approche combinée va être bénéfique si l'occlusion est très proximale, donc le tronc de l'artère sylvienne, ou la partie distale, en tout cas le tronc avant la bifurcation des branches. Bon, ceci est une étude rétrospective, évidemment, et pour ceux qui ne le savaient pas, nous sommes en plein recrutement pour l'étude In Extremis, qui est justement de savoir si la thrombectomie est bénéfique dans les accidents mineurs ayant une occlusion artérielle proximale. Et nous espérons donc avoir des résultats bientôt. Une étude similaire a lieu en Allemagne qui s'appelle Tension. Donc, on espère que d'ici 2 ans maximum, nous aurons répondu à cette question. Dans les communications et les e-posters, deux études m'ont paru intéressantes. Il s'agit de 2 études de la même équipe. Vous savez qu'il est très difficile de prédire le devenir de l'accident vasculaire cérébral, le devenir, le handicap. On sait que l'âge, le NIH sont très prédictifs, mais néanmoins, on n'arrive pas à avoir une précision au-delà de 75%, ce qui fait que 80 peut-être, ce qui fait qu'on se trompe quand même dans un patient sur 5, un patient sur 4, et on voudrait bien augmenter ce pourcentage. Donc, il y a une recherche qui est très, très prolixe sur le sujet, notamment avec des paramètres IRM, des choses plus compliquées. Là, c'est très simple, en fait, c'est de savoir si c'est les paramètres de la numération formule sanguine qu'on a systématiquement dans les premières heures de l'AVC sont prédictifs du devenir neurologique. Donc, tout d'abord, c'est le docteur Mathias qui a présenté une communication sur le rapport entre le neutrophile et les lymphocytes. Donc, on sait que ce rapport, ça a déjà été publié, c'est un marqueur de la réponse immunitaire, de l'inflammation et de la rupture de la barrière hémato-encéphalique. Ce qui est très intéressant pour la recherche sur les facteurs prédictifs, c'est que c'est une mesure très simple, accessible, pas chère. Donc l'objectif est de déterminer si le NLR, donc le neutrophile lymphocyte ratio, est un marqueur prédictif indépendant à 3 mois du devenir neurologique.
Donc, il a présenté une étude rétrospective sur plus de 300 patients, quasi 400, des patients qui avaient eu un traitement de reperfusion avec un âge médian à 76 ans et un AH médian à 14. Ces caractéristiques sont tout à fait les mêmes caractéristiques qu'on voit dans nos UNV en France lors des traitements de reperfusion. Et donc, le neutrophile lymphocyte ratio était associé à l'œdème de l'infarctus et surtout, dans le modèle multivarié, le neutrophile lymphocyte ratio restait associé au mauvais pronostic. Donc, plus il était élevé, plus il y avait un risque de mauvais pronostic. Outre l'aspect physiopathologique, donc ces données peuvent être intéressantes pour ouvrir de nouvelles cibles thérapeutiques sur l'inflammation. Dans la même équipe, mais cette fois-ci par le docteur Ferro, a été analysé le rapport plaquettes sur lymphocytes. Donc, pourquoi introduire les plaquettes? C'était pour pouvoir étudier la survenue des transformations hémorragiques, puisque, encore une fois, l'inflammation et la rupture de la barrière hémato-encéphalique sont importantes pour la survenue des transformations hémorragiques. Donc, est-ce que ce rapport simple, qui est plaquette sur lymphocytes, est associé à la survenue de transformations hémorragiques? Donc, c'est la même population de patients que le docteur Mathias, donc plus de 300 patients reperfusés, avec un âge médian de 76 ans et un IH à 14. Et là aussi, dans le modèle multivarié, le rapport plaquette sur lymphocytes était associé à la survenue d'une transformation hémorragique et au devenir neurologique. Donc, j'ai trouvé ces deux présentations très intéressantes parce que la mesure est simple et accessible. Néanmoins, il faudrait pouvoir définir un seuil qui permet de dire si le patient est de bon ou de mauvais pronostic, ce qui n'a pas été fait dans ces études, mais le sera sûrement dans quelques temps. Enfin, pour ceux qui restent très intéressés par la pathologie cérébrovasculaire, pour vous dire que l'European Stroke Organization, qui devait avoir lieu en mai, a déjà mis certains résultats de grands essais randomisés en ligne, donc vous pouvez écouter les webinars, et que le congrès sera fait en présentiel et en virtuel au mois de novembre, et c'est là que nous aurons beaucoup de résultats d'essais randomisés qui changeront peut-être notre pratique. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à David. Merci beaucoup Charlotte. C'est vraiment une magnifique revue de ce qui s'est passé à l'EAN. Nous apprenons plein de choses et vraiment c'est un très beau travail. Donc, David Manekiewicz, qui connaît à la fois les neurodégénératifs et les mouvements anormaux et les neurosciences, va nous donner sa vision des incontournables et je le remercie également. Très bien. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je vais recommencer. Voilà, normalement, vous devez me voir. C'est bon. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis assez d'accord avec Charlotte sur le fait qu'il y avait beaucoup d'informations, beaucoup d'intervenants pendant ce congrès. Il y avait beaucoup de sessions entières qui étaient consacrées à la pathologie de la cognition, les pathologies dégénératives et du mouvement. Et il faut bien faire un choix également. Voilà le choix que j'ai décidé de faire pour ma part. J'ai essayé de rassembler en thématiques qui me semblaient moins intéressantes. J'espère qu'elles le seront aussi pour vous. La première, c'est un enjeu dans la maladie dégénérative, c'est que si l'on doit agir, quelle que soit la façon de le faire, il faut agir avant que les lésions soient irréversibles et donc trouver le bon moment entre la pathologie qui ne s'exprime pas mais dont les lésions sont présentes et la pathologie en phase d'état, comme le trouble cognitif majeur, où les interventions thérapeutiques auront moins d'impact.
Donc, où trouver ces marqueurs qui nous permettront de savoir quand est-ce qu'on fait cette phase de transition, cette période de conversion, comme on dit, du trouble post-symptomatique ou asymptomatique au trouble cognitif majeur. La deuxième thématique était autour des approches thérapeutiques non invasives dans les maladies dégénératives, qu'elles soient cognitives ou du mouvement, par une approche de la connectivité, en fait, c'est-à-dire que finalement, certaines régions corticales ou même des ganglions de la base fonctionnent comme des hubs dans un réseau et que quand elles sont touchées, elles vont non pas altérer seulement la région, mais tout le réseau avec lequel elles sont liées. Ces réseaux sont assez reproductibles d'un sujet à l'autre, du moins chez le sujet sain, donc peuvent être utilisés en pathologie, d'autant plus que certaines approches permettent de les modifier. Ensuite, un petit mot sur les traitements actuels, c'est-à-dire soit des dispositifs ou des molécules qui existent déjà, mais dont la forme galénique ou la délivrance du traitement est différée, et de nouvelles cibles thérapeutiques. Et pour finir, un peu de pédagogie, une session intéressante qui était celle de la pathologie du mouvement aigu, la pathologie du mouvement pendant dans la salle d'urgence, comme s'appelait la session. Je vous parlerai de 2-3 messages qui m'ont semblé, moi, intéressants. Alors, pour commencer sur l'enjeu de trouver le moment où le patient passe du stade asymptomatique ou de la plainte cognitive isolée, car certains patients n'ont pas forcément cette symptomatologie mineure, et quelle est la transition avec le trouble cognitif majeur. Ce que l'on sait déjà, et ça a fait l'objet de quelques présentations bien sûr, c'est que le facteur amyloïde, la charge amyloïde, si l'on est dans le cortex, est bien entendu le facteur de conversion le plus important. Ici, vous avez une étude récente qui avait été présentée par Charlotte Teunissen d'Amsterdam, mais également par d'autres intervenants durant le congrès, qui montre que sur plusieurs facteurs qui ont été mis dans ce modèle sur des patients ayant un trouble cognitif léger, que ce soit le MMS, l'âge, le volume hippocampique, le polymorphisme APOE et la positivité du PET amyloïde, eh bien, le facteur qui va le plus prédire la conversion ou la progression des troubles cognitifs, c'est l'existence ou non du PET amyloïde, avec les PET négatifs ici et les PET positifs de ce côté-là. Les couleurs les plus froides étant une progression de 0 à 25%, les couleurs les plus chaudes de 50 à 100% de progression dans les 3 ans. Le problème, c'est que cette charge amyloïde, même si elle semble être corrélée aussi dans le déclin cognitif subjectif, ce que j'ai mis en SCD ici, elle semble être corrélée à la progression des symptômes chez les patients ayant un trouble cognitif subjectif. La charge amyloïde est déjà à plateau lorsque les patients sont symptomatiques. Et cette stadification A-, A+, ne peut être utile que seulement pour faire un bon diagnostic, un diagnostic spécifique, mais également pour avoir un diagnostic extrêmement précoce qui ne nous donne pas vraiment beaucoup d'informations sur à quel moment et quand la personne va passer d'un stade de peu de symptômes au stade de la phase d'état. Venons sur des choses un peu plus simples que le PET amyloïde. Il y a eu des présentations très intéressantes sur les facteurs plasmatiques. Le ratio plasmatique de la bêta-42 sur la bêta-40 semblerait pouvoir discriminer les patients ayant une charge amyloïde normale, où le ratio est élevé, avec une charge amyloïde basse, et ça de manière significative. D'autant plus que, comme ce qui avait été montré dans la diapositive précédente, la charge amyloïde est un risque de progression significatif ajusté pour les autres facteurs connus pour altérer la progression de cette maladie, pour passer du stade de MCI au trouble cognitif majeur. Donc, voyons maintenant les autres facteurs, les autres marqueurs biologiques associés, en particulier, bien entendu, les lésions tau. Il y a une présentation du professeur Tresia sur la scintigraphie, le PET tau, et ce que l'on peut en attendre
Tout d'abord, ce ligand qui va essayer de marquer les lésions corticales qui sont en lien avec les symptômes, puisque je vous rappelle que quand les lésions tau sont présentes sur le cortex, les signes cliniques sont directement corrélés avec l'endroit où se trouvent ces lésions et elles progressent d'une manière assez stéréotypée en suivant un certain nombre de stades qui sont assez reproductibles d'un sujet à l'autre. La principale difficulté de ce ligand, c'est que la première génération avait une fixation aspécifique sur des régions comme les ganglions de la base qui rendaient leur interprétation parfois un peu compliquée. Mais dans le cortex, globalement, entre les ligands de première et de deuxième génération, on retrouve une information sur le cortex qui est à peu près reproductible. Il a été question durant les présentations du lien entre la positivité de PET-tau et de la progression des troubles de la mémoire chez la personne ayant un trouble cognitif subjectif. Il a été beaucoup question de cela et non pas forcément du trouble cognitif léger, on est au stade encore un petit peu avant, et de la présence de lésions sur le cortex entorhinal, c'est-à-dire le stade le plus précoce dans l'accumulation des lésions Alzheimer, avant même que les symptômes les plus marquants soient visibles. Donc ce PET-tau serait positif beaucoup plus tôt, mais quand même un peu plus tard que les lésions à bêta. Donc qui permettrait de donner un petit peu plus d'informations en termes de quand va s'effectuer la progression. Il a été vu également que ce n'est pas que le PET-tau ou la protéine tau qui va permettre d'avoir une idée sur la prédiction, mais bien les informations sur à la fois la bêta et à la fois sur le tau qui nous permettront excusez-moi, j'ai un problème d'écran d'un coup, j'ai mon diaporama qui ne s'est plus affiché. Donc je disais la combinaison des marqueurs à la fois amyloïdes et des marqueurs tau qui nous permettront d'avoir le plus d'informations prédictives chez les patients qui n'ont pas de troubles cognitifs majeurs mais qui sont néanmoins symptomatiques. Alors, venons-en maintenant aux innovations sur les marqueurs plasmatiques. Et en premier, la protéine phosphoto, qui montre une relation dose-dépendante, en fait, ce qui est intéressant, positive, une corrélation positive entre le stade de Braak, c'est-à-dire ces stades dont je vous ai parlé, de progression des lésions de la protéine tau sur le cortex, ou du moins au début sur les régions limbiques pour aller progressivement tout au long du cortex, une corrélation entre ce ratio plasmatique et la positivité et les stades de Braak, avec même les stades les plus précoces, les stades Braak 1-2, où les lésions sont vraiment cantonnées aux régions les plus limbiques et au cortex entorhinal, une différence certes marginale, mais proche de la significativité avec les personnes n'ayant pas de lésion tau pour ce marqueur-là, ce qui en ferait un bon candidat pour avoir un petit peu plus d'informations sur la progression et quand les patients vont passer d'un cap à l'autre. D'autres marqueurs ont été présentés, surtout sur un travail de l'équipe d'Amsterdam qui s'est intéressée sur un panel entier de candidats protéiques dans le plasma et qui a identifié deux marqueurs intéressants qui sont le GFAP et, on en parle beaucoup, les neurofilaments plasmatiques qui, surtout le GFAP, permettrait de prédire justement la progression des malades au stade du trouble cognitif subjectif avant même qu'il y ait des anomalies sur le bilan neuropsychologique. Et ces deux marqueurs ont l'intérêt aussi de pouvoir faire un suivi longitudinal des patients, puisque plus ils sont élevés et plus les symptômes sont importants. Voilà, maintenant la deuxième partie qui va s'intéresser à la connectivité cérébrale et les réseaux fonctionnels dans les maladies dégénératives et comment cette connaissance des réseaux permet de savoir quelle approche non invasive l'on peut avoir et quel impact ça a sur les patients. Alors, il y a des choses que l'on sait déjà, l'altération du réseau par défaut dans la maladie d'Alzheimer,
certains faisceaux de substances blanches en IRM de diffusion qui sont altérés précocement au stade préclinique dans les DFT d'origine génétique. Et d'autres réseaux qui sont aussi des réseaux connus et qui sont assez reproductibles d'un sujet à l'autre chez le sujet sain, ça ne bouge pas beaucoup. C'est le réseau fronto-pariétal et le réseau de salience qui ont des altérations différentes en fonction des maladies dégénératives et contre toute attente, certains sont suractivés tandis que d'autres sont inhibés selon les pathologies. Et à noter que ces réseaux sont atteints alors qu'on ne voit pas forcément d'atteinte morphologique, c'est-à-dire le volume de substances grises dans les régions du réseau affecté, c'est-à-dire que ce sont plutôt des marqueurs de pathologie de la connexion et non pas forcément des marqueurs de la pathologie de la région. Alors, un peu plus en détail sur la maladie de Parkinson, cette hyperconnectivité du réseau fronto-pariétal le bon sens pourrait nous dire que c'est assez étonnant. Parce que c'est un réseau qui est lié aux fonctions exécutives et attentionnelles, les patients parkinsoniens pouvant avoir une fragilité dans ces domaines assez précoces. L'hypothèse est que ces réseaux sont hyperactivés en compensation de l'altération d'autres réseaux, des réseaux en lien avec les ganglions de la base en particulier, que des réseaux corticaux, par exemple, prennent le relais. Ça me permet de faire un point sur une session entière qui a été faite sur la cognition Parkinson et également le lien avec les troubles axiaux et qui permet de faire une aparté sur le fait que la pathologie du mouvement est aussi une pathologie, dans certains cas, de la programmation du mouvement, donc une pathologie de l'action, et donc que le lien entre cognition et mouvement est souvent assez proche. En particulier des marqueurs de l'atteinte cognitive que sont bien entendu les troubles axiaux de la marche comme le freezing, mais également ne pas oublier les troubles de la parole lorsqu'on parle de signes axiaux. Et ces altérations en fait de la marche, le freezing et les troubles de la parole seraient corrélés à la fois à l'atteinte cognitive mais également à l'altération de ces réseaux. Donc le professeur Moreau avait d'ailleurs insisté sur le fait de tester régulièrement et précocement les patients et d'enregistrer la voix des patients sur des paramètres aérodynamiques et acoustiques simples. Elle nous a présenté certains paramètres qui sont en cours d'étude dans son équipe et qui permettraient d'avoir un suivi longitudinal justement et pour une intervention précoce sur l'apparition d'anomalies à ce sujet. Tout ça en lien que l'apparition d'un trouble axial et sa progression ne veut pas dire seulement qu'il y a un risque de chute ou un risque d'intelligibilité de la voix différent, mais aussi que ça peut être aussi un marqueur d'atteinte cérébrale un peu plus importante, en particulier cognitive. Pourquoi s'intéresser à ces réseaux et les mettre en lien avec la symptomatologie maîtrise des patients? Eh bien, parce que des interventions non invasives sont possibles. Il y a eu pas mal de présentations qui ont présenté des résultats de l'effet de certaines interventions. Alors, des interventions non invasives comme la stimulation cognitive ou alors des approches un peu plus originales comme la thérapie par la musique ou la thérapie par la danse qui montraient déjà un effet sur la connectivité cérébrale et à la fois sur la connectivité fonctionnelle mais également sur l'intégrité des faisceaux de substances blanches en fonction de telle ou telle intervention. Et une présentation qui j'ai trouvé extrêmement intéressante par le professeur Mirelman sur la combinaison à la fois d'une stimulation corticale transcrânienne et de réhabilitation par une tâche de marche virtuelle permettrait de diminuer le coût cognitif des patients, en particulier par le biais de la mesure du coût des doubles tâches, c'est-à-dire le fait de pouvoir marcher et parler en même temps, de pouvoir marcher et faire une tâche cognitive en même temps, qui est précocement altérée dans les troubles de la marche liés à la maladie de Parkinson. Et donc, dans cette tâche de marche virtuelle qui
donc sur un tapis roulant, avec des obstacles qui peuvent intervenir sur des côtés, la nécessité de planifier un petit peu sa marche, de prendre en compte, d'avoir une certaine flexibilité, de prendre en compte des obstacles sur le sol, des personnes qui passent, tout ceci combiné à une stimulation du cortex préfrontal et surtout ses régions les plus antérieures, eh bien, il a été montré une diminution avant et après traitement du coût en double tâche, c'est-à-dire de la fragilité cognitive chez les patients qui ont été dans cette étude. Venons-en maintenant aux traitements un peu plus connus, mais qui ont bénéficié de certaines innovations ces dernières années, en particulier l'application d'un courant dirigé sur les structures stimulées en neurochirurgie, en particulier le noyau subthalamique, et quel effet sur la tolérance et sur l'efficacité de la stimulation dans la maladie de Parkinson. Et donc, le professeur Schnitzler nous a présenté une étude prospective sur 230 patients qui avaient bénéficié soit de l'application d'un courant dirigé lors d'une simulation de stimulation cérébrale profonde liée à la maladie de Parkinson au stade des fluctuations sévères, versus ceux qui avaient une stimulation classique. Alors, par courant dirigé, je veux dire que la possibilité, selon certains dispositifs, de non pas envoyer de manière sphérique autour du contact le courant qui va activer le tissu autour de l'électrode, mais dans les trois plans de l'espace, de pouvoir déformer ce volume de tissu activé, ce champ de stimulation, pour pouvoir avoir une résolution spatiale la plus précise possible sur la structure que l'on veut stimuler. Et donc, il a été montré deux choses principales, deux résultats intéressants. Le premier, c'est qu'à 12 mois, eh bien, la stimulation directionnelle permet une plus grande fenêtre thérapeutique. Ici, on voit que la puissance délivrée pour obtenir un effet, la puissance minimale, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'effet thérapeutique, et la puissance maximale quand les effets secondaires arrivent, eh bien, la puissance maximale est plus importante chez les patients ayant une stimulation directionnelle que les patients ayant une stimulation conventionnelle. Mais également, le courant délivré pour pouvoir avoir un même effet thérapeutique est sensiblement un peu plus bas chez les patients ayant une stimulation directionnelle que chez les patients ayant une stimulation classique. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'informations sur exactement la façon dont les investigateurs ont intervenu sur le... excusez-moi, on m'a dit que je suis un peu trop long. Comment est-ce que les investigateurs ont intervenu sur sur comment diriger le courant chez les patients ayant cette stimulation. Alors, je vais passer un petit peu plus vite sur les nouvelles cibles thérapeutiques, en particulier, bien entendu, les oligonucléotides antisens pour inhiber la RNM de la protéine HTT chez les patients ayant une maladie de Huntington. Il a été montré donc sur l'étude du New England de 2019 qu'une relation dose-dépendante entre la concentration de mutants Huntington dans le LCR et la concentration, la posologie délivrée de l'oligonucléotide antisens, il y avait une bonne tolérance clinique. Cependant, il y avait deux éléments un petit peu intrigants, à savoir une augmentation dose étant dépendante du volume ventriculaire sans diminution du volume cérébral total, ce qui est une bonne nouvelle. Mais cette augmentation du volume ventriculaire, est-ce que ça veut dire qu'il y a une atrophie ou est-ce une pseudo-atrophie liée au traitement? En particulier, les auteurs mettaient en évidence peut-être une hypothèse de neuroinflammation qui diminuerait avec l'inhibition de la RNM de l'HTT. Et également une augmentation de dose étant dépendante de la concentration de neurofilaments dans le LCR. Et il n'y a pas vraiment d'explication à ce jour, ce qui nécessitera plus d'investigation. Enfin, sur la pathologie du mouvement d'apparition aiguë, le professeur Stamelou nous a fait un petit rappel sur les
principaux syndromes liés aux encéphalites auto-immunes, avec comme principale information que certains tableaux sont extrêmement spécifiques, hein, comme les Fraser-Berger Dystonic Seizures, et qu'ils peuvent précéder, en particulier pour les anticorps anti-LGIL, ils peuvent précéder le stade d'encéphalite limbique, et donc leur détection lorsque les symptômes sont encore cantonnés à la pathologie du mouvement, sont presque une urgence thérapeutique afin que des lésions plus étendues ne surviennent par la suite. Et enfin, une présentation de Johnstone sur le trouble cognitif, sur le trouble neurologique fonctionnel. Il a été rappelé, bien entendu, que ce diagnostic est un diagnostic positif, que les doubles diagnostics sont fréquents. On peut avoir une maladie de Parkinson et un trouble neurologique fonctionnel, on peut avoir une sclérose en plaques et un trouble neurologique fonctionnel. Et aussi, même si ça fait un petit moment qu'on en parle, Johnstone a bien sûr insisté sur l'étape de l'annonce diagnostique et en particulier, lorsque ce diagnostic est établi, de le dire clairement au patient qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic d'exclusion et surtout de montrer au patient comment le diagnostic a été fait en lui montrant les signes cliniques positifs nous ayant mis sur la voie, comme les signes de Hoover, l'entraînement d'un mouvement anormal hyperkinétique, qui permettent une meilleure acceptabilité et un meilleur pronostic en fait par la suite. La réhabilitation doit être privilégiée par rapport à la psychothérapie, ou du moins doit être présentée telle qu'elle. Et bien entendu, il n'y a pas besoin de traitement psychotrope, sauf comorbidité associée aux troubles neurologiques fonctionnels. Voilà, j'ai fini ma présentation et donc je vais donc passer la main à l'intervenant suivant. Je laisse Adam faire le relais. Alors, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement complète et qui a mis l'accent sur les nouveautés et qui illustre parfaitement bien, comme celui de Charlotte Rousseau, le mot d'ordre de cette EAN 2020 qui était Time for Action, donc action, et surtout Predict, c'est ce que tu as dit, hein, on prédit l'évolution, on prédit comment le traitement va se développer. Prevent, ça c'était Charlotte avec l'accident et toutes les mesures qui peuvent être autour. Et maintenant Repair, on est un peu sur le chemin de Repair. Donc peut-être Bastien va nous repair le cerveau. Et donc c'est Bastien Herlin qui va nous parler de l'épilepsie. Merci beaucoup Bastien. Et donc effectivement, je vais vous présenter ce que moi j'ai retenu et que j'ai trouvé intéressant sur les présentations concernant l'épilepsie au sein de cette EAN qui était placée vraiment sous le signe de la rapidité d'intervention. Alors quand on pense à la rapidité d'intervention dans l'épilepsie, la première chose à laquelle on pense, c'est bien sûr l'état de mal épileptique. L'état de mal épileptique, c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui de mieux en mieux, notamment sur le plan physiopathologique, où on connaît maintenant très bien ce qui se passe au niveau cellulaire et qui vont entraîner des lésions potentiellement irréversibles si l'état de mal n'est pas rapidement pris en charge. Et cette connaissance a permis de guider les recommandations thérapeutiques avec un arbre de prise en charge qui est maintenant très clair, avec des traitements de première, de deuxième ligne, puis des traitements qui sont réservés aux prises en charge des états de mal réfractaires, voire super réfractaires. Cependant, malgré ces recommandations, on sait aujourd'hui que dans les études de vraie vie, on voit que les patients qui présentent des états de mal sont souvent traités trop tardivement, avec un retard entre l'initiation de l'état de mal et l'administration du traitement, ou des traitements qui sont donnés à des doses insuffisantes, voire des traitements qui ne sont pas ceux qui sont recommandés avec des traitements autres que les benzodiazépines, par exemple, en première ligne, alors que l'administration précoce du traitement et l'administration d'un traitement en adéquation avec les recommandations va être le premier facteur prédictif de l'arrêt rapide de l'état de mal. Il y a une situation dans laquelle le diagnostic de l'état de mal est compliqué, c'est celle de l'état de mal non convulsivant, qui pose toujours un peu de challenge clinique et également paraclinique dans l'interprétation des EEG. Il y a des critères diagnostiques électrophysiologiques de l'état de mal non convulsivant qui sont les critères de Salzburg, pour lequel une étude récente a montré
que ces critères avaient une très bonne sensibilité et une très bonne spécificité pour le diagnostic de l'état de mal non convulsivant. Donc c'est des critères qui vraiment doivent être utilisés maintenant au quotidien pour le diagnostic électrophysiologique de cette situation clinique. En découle l'utilisation de plus en plus fréquente des enregistrements EEG continus en soins intensifs et en réanimation. Et ici, une étude qui a montré que le fait de faire des enregistrements EEG continus chez les patients admis en soins intensifs et en réanimation va améliorer le pronostic des patients avec une diminution de la mortalité intra-hospitalière et une diminution du temps passé en réanimation, à la fois pour des patients qui sont admis pour un état de mal ou des crises subintrantes, mais également pour des patients qui présentent d'autres troubles, tels qu'une hémorragie intracérébrale, une hémorragie sous-arachnoïdienne, ou des troubles de la vigilance et des comas d'étiologie indéterminée. Ici, un exemple de nouvelle utilisation potentielle de l'enregistrement EEG continu, c'est en soins intensifs, c'est une équipe belge qui ont mis en place un enregistrement EEG continu chez tous les patients admis à la phase aiguë d'un AVC ischémique ou hémorragique dans leur USINV. Et ils ont ainsi retrouvé chez à peu près 15% de leurs patients des anomalies épileptiques, voire des crises infracliniques. Et ces anomalies étaient prédictrices de la survenue de crises cliniques dans les 7 jours suivant la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral, avec donc potentiellement une question qui se pose, c'est est-ce que avec une intervention précoce, on peut prévenir la survenue de ces crises? Ça, c'est une question qui reste ouverte, qui sera peut-être répondue au cours des années qui viennent. Alors, l'état de mal n'est pas la seule situation dans laquelle un traitement et une intervention précoce sont essentiels pour le devenir des patients. C'est également le cas pour les encéphalites auto-immunes. Alors, déjà, ce qui est important à dire, c'est que dans les encéphalites auto-immunes, le traitement qui est le plus important à mettre en place n'est pas le traitement antiépileptique, c'est l'immunothérapie. Ici, c'est une étude qui montre que finalement les patients qui sont traités uniquement avec seul antiépileptique vont continuer à faire des crises, alors que les patients qui sont traités avec une association d'un traitement antiépileptique adapté et d'une immunothérapie, eux vont beaucoup plus vite arrêter de faire des crises. Et pourquoi c'est important de contrôler au plus vite possible la maladie? Alors là, c'est l'exemple des encéphalites auto-immunes à anticorps anti-LGI1, dans lequel les crises cliniques typiques sont les crises toniques brachiofaciales, avec une contraction brachiofaciale relativement brève en pleine conscience. Ces crises toniques brachiofaciales vont précéder, dans la très grande majorité des cas, l'installation des lésions hippocampiques et notamment des troubles cognitifs, avec les crises qui vont les précéder de 1 à 2 mois en médian. Et on sait que si on traite rapidement ces patients et qu'on fait stopper vite les crises toniques brachiofaciales, finalement, les patients ne vont que exceptionnellement développer des troubles cognitifs, alors que si on n'est pas efficace rapidement et que les patients continuent à présenter des crises toniques brachiofaciales, alors ils vont, avec le temps qui passe, finir par installer des lésions hippocampiques et donc des troubles cognitifs qui vont potentiellement être, eux, non réversibles. Un autre critère qui, lui, a été retrouvé dans d'autres types d'encéphalite auto-immune, les encéphalites liées aux anticorps anti-LGI1, mais également NMDA ou GABA-B, c'est que si on traite rapidement et efficacement les patients, finalement, dans la majorité des cas, à distance de l'encéphalite auto-immune, seulement une minorité d'entre eux, ici à 24 mois, vont avoir besoin d'un traitement antiépileptique, alors que la grande majorité n'auront pas d'épilepsie séquelaire à distance et n'auront pas besoin de traitement antiépileptique de façon définitive. Donc on a vraiment une fenêtre de tir qui est précoce, dans laquelle l'induction d'un traitement rapide va permettre de prévenir des séquelles cognitives et également prévenir l'installation d'une épilepsie pharmacorésistante potentiellement pour l'avenir du patient. Au niveau du diagnostic génétique, on a également de plus en plus de possibilités de prise en charge spécialisée. Donc, on s'approche de médecine adaptée aux patients dans ce domaine. Ici, je vous présente quelques résultats chez des patients présentant des encéphalopathies épileptiques, qui sont bien sûr des maladies potentiellement gravissimes du nourrisson ou de l'enfant jeune.
pour lequel on connaît de mieux en mieux les gènes en cause et pour lequel il y a eu au cours des dernières années et notamment au cours des derniers mois des essais de traitement ciblés en fonction des anomalies génétiques du patient. Par exemple, hein, dans les anomalies qui sont liées à des mutations de canaux ioniques, on a l'exemple de la mutation du canal potassique KCNT1, qui est responsable de l'épilepsie partielle migrante du nourrisson, qui est une mutation avec un gain de fonction de ce canal potassique, et il y a eu quelques case reports d'essais de traitement par des antagonistes de ce canal potassique qui semblent montrer des résultats prometteurs. C'est bien sûr également le cas dans les maladies métaboliques, dans lesquelles mettre en évidence la maladie, la mutation, va permettre de mettre en place une supplémentation et corriger le déficit métabolique qui est à l'origine des anomalies au niveau cérébral et fonctionnel. Et un dernier exemple qui est également bien connu maintenant, c'est dans le syndrome de Dravet, qui est une maladie qui est causée par une mutation d'un canal sodique, une mutation perte de fonction du canal sodique. On sait que l'introduction d'un traitement antiépileptique qui va être un bloqueur d'un canal sodique va être délétère sur l'épilepsie chez ces patients. On sait aujourd'hui que ces mêmes traitements vont également être délétères pour le développement cognitif des patients. Et cette étude a montré que l'utilisation de ces traitements contre-indiqués dans les 5 premières années de vie des patients va avoir des conséquences cognitives définitives sur le devenir à long terme des patients. Donc à nouveau, c'est vraiment important quand on a ce type de suspicion d'avoir un diagnostic génétique rapide pour mettre en place un traitement adapté ou pour éviter des traitements potentiellement contre-indiqués. Dans les encéphalopathies épileptiques, ce qui a pas mal fait de bruit au cours des derniers mois, années, c'est les nouveautés thérapeutiques médicamenteuses avec au premier plan le cannabidiol qui a montré dans un grand nombre d'études maintenant une réduction de la fréquence des crises généralisées dans le syndrome de Dravet et une réduction de la fréquence des drop attacks dans le syndrome de Lennox-Gastaut avec un effet qui se maintient à long terme. Ici, c'est le résultat d'études qui ont fait un suivi de patients jusqu'à 3 ans avec un résultat qui reste stable sur la réduction de la fréquence des crises pour des durées prolongées. Une autre molécule qui a été récemment testée, c'est la fenfluramine, qui est finalement une vieille molécule qui a été utilisée comme orexigène. C'est un médicament dérivé des amphétamines qui a été retiré du marché au moment du scandale, par exemple, du Mediator, et qui a été réutilisé récemment dans des études, pareil, hein, ici dans le syndrome de Dravet et dans le syndrome de Lennox-Gastaut, qui semblent montrer une efficacité potentielle sur la réduction des crises chez ces patients, à des doses qui sont bien sûr des doses plus faibles que celles utilisées comme anorexigènes à l'époque. D'autres traitements sont en cours d'essai chez ces mêmes patients, des traitements déjà utilisés comme antiépileptiques aujourd'hui, tels que le pérampanel, ou des traitements qui vont agir sur des voies un peu plus spécifiques, dont on entendra probablement parler dans les années à venir. Pour les épilepsies focales, hein, non liées à des encéphalopathies épileptiques, finalement, sur le plan pharmacologique, la grande nouveauté récente, c'est le cenobamate, qui est un nouveau traitement qui a terminé des phases 3 récemment. C'est un traitement qui, dans ces études, a été utilisé donc en add-on chez des patients ayant des épilepsies focales pharmacorésistantes, donc des patients qui ont souvent essayé un très grand nombre de traitements antiépileptiques et qui continuent à faire des crises. Dans cette population de patients, le cenobamate a montré une réduction significative de la fréquence des crises. Et ce qui est très intéressant, c'est que par rapport aux études antérieures sur d'autres traitements, le cenobamate a montré un pourcentage de patients particulièrement élevé qui deviennent libres de crise. Hein. Vous voyez ici dans les résultats de 2 études, avec environ un quart des patients qui deviennent libres de crise, qui est un résultat assez inhabituel et assez intéressant, qui bien sûr devrait être confirmé dans des études à plus long terme. Sur le plan de la tolérance, on voit des effets secondaires assez habituels, somnolence, sensations vertigineuses, fatigue. Dans les premières études, notamment dans les phases 2, il y avait eu 2 à 3 cas rapportés de patients qui avaient présenté un DRESS syndrome. Du coup, l'introduction de la molécule s'est fait beaucoup plus progressivement dans les études ultérieures et dans les études
la récente avec des introductions plus lentes, il n'y a eu aucun cas rapporté de DRESS syndrome ou d'effets secondaires potentiellement graves chez ces patients. Alors, malgré ces nouveautés thérapeutiques, on sait que malheureusement une partie des patients vont rester pharmacorésistants. Et aujourd'hui encore, des études qui datent de l'année dernière, l'année 2019, montrent que seulement une minorité des patients pharmacorésistants vont être adressés à des centres tertiaires de prise en charge en vue d'une potentielle évaluation pré-chirurgicale, alors qu'on sait qu'un traitement chirurgical chez les patients ayant une épilepsie focale pharmacorésistante, ça va être le meilleur traitement à la fois pour le contrôle des crises, mais comme je vous le rappelle et comme ça a été rappelé au cours du congrès, c'est également un traitement qui va permettre de diminuer la mortalité de ces patients. Et également, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est important de faire ce traitement chirurgical rapidement, parce que plus on attend, moins le traitement va être efficace. La durée entre le début de l'épilepsie et le traitement chirurgical est corrélée à un moins bon résultat sur le plan épileptologique. Et là, un âge élevé du patient au moment de la chirurgie va également être corrélé à un plus grand risque de complications chirurgicales. Dans les cas où on ne peut pas opérer, d'autres traitements sont possibles et c'est des traitements de neuromodulation. Alors il y en a qu'on peut utiliser aujourd'hui déjà comme pratique clinique, c'est le cas de la stimulation du nerf vague qui est utilisée depuis un grand nombre d'années. C'est également le cas d'autres traitements qui sont qui sont encore des traitements plutôt dans le cadre d'études ou éventuellement des indications très ciblées. C'est le cas de stimulation cérébrale profonde dans les noyaux antérieurs ou centromédians du thalamus. C'est le cas de stimulation inhibitrice directe du foyer épileptogène, tel qu'ici des exemples sur la stimulation temporale interne chez des patients ayant des épilepsies focales pharmacorésistantes temporales internes. Et c'est le cas également des stimulations en boucle fermée dans lesquelles on met en place des électrodes au sein du foyer épileptogène qui vont détecter l'initiation d'une crise et faire alors une stimulation inhibitrice pour faire stopper la crise le plus rapidement possible. Alors là, il y a eu une étude qui a comparé ces différentes méthodes entre elles, qui montre que globalement, les résultats sont à peu près similaires entre ces différentes méthodes. Et il y a d'autres techniques qui sont en cours d'essai. C'est le cas parfois des études un peu originales. Ici, c'est ce qui a été présenté à l'EAN, une étude qui a montré que l'écoute de certains morceaux de musique, en l'occurrence des morceaux de musique classique, entraînait une réduction de la fréquence des anomalies épileptiques pendant et également après l'écoute des morceaux, donc ce qui laisse penser qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur les techniques de neuromodulation. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît que seulement partiellement dans l'épilepsie, notamment dans les épilepsies généralisées idiopathiques. Ici, c'est un résultat très intéressant d'une superbe étude faite au Danemark qui a porté sur 1 700 000 naissances de patients, qui a montré que, bon, ça s'est connu depuis longtemps, que le fait d'avoir un des parents présentant une épilepsie entraîne un surrisque chez l'enfant, mais cet effet n'est pas le même si c'est la mère ou le père qui est atteint. Et vous voyez ici le surrisque de développer une épilepsie en haut si c'est la mère qui est atteinte, ici si c'est le père qui est atteint par rapport à la population générale avec un risque d'1,5 fois plus important si c'est la mère qui est atteinte. Sur le plan génétique, les épilepsies généralisées idiopathiques restent encore mal connues, malgré des études de séquençage d'exomes qui n'ont pas retrouvé d'association monogénique dans ce type d'épilepsie. Et je vais conclure pour rappeler que bien sûr, malgré tous ces développements technologiques ou pharmacologiques, c'est important de ne pas oublier ce qui fait le cœur de la prise en charge des patients. Ici, une étude nationale en Écosse qui a montré que les patients épileptiques ont aujourd'hui encore une surmortalité importante, notamment chez les sujets jeunes, et que dans plus de la moitié des cas, cette surmortalité est potentiellement évitable et est surtout liée à un mauvais suivi neurologique, voire une absence de suivi neurologique ou un traitement qui n'est pas adapté et c'était toujours lié à des difficultés d'accès à des consultations neurologiques ou des consultations spécialisées adaptées. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir, comme l'a montré ici cette étude de Cardiff, qui ont fait une intervention sur leur procédure de prise en charge des patients présentant une première crise, qui venaient aux urgences pour une première crise, et qui ont essayé d'améliorer le délai entre le passage aux urgences pour une première crise et la première consultation avec un neurologue, ce délai qui était un délai médian
trop élevé, beaucoup plus élevé que ce qui est recommandé dans les études, et en mettant en place différentes méthodes, et notamment des méthodes de télémédecine et de téléconsultation, ils ont pu drastiquement réduire ce délai. Et donc maintenant que la téléconsultation est venue dans nos pratiques quotidiennes au cours des mois qui viennent de s'écouler, malheureusement, je pense que c'est vraiment important pour nous tous de bien utiliser cet outil et de continuer à l'utiliser pour essayer d'améliorer la prise en charge de nos patients au quotidien. Merci pour votre attention et puis j'espère que vous avez apprécié ces présentations. Merci beaucoup. On a également appris énormément de choses, depuis les choses très simples, stratifier les adressages de patients, jusqu'à des choses extrêmement subtiles et qui nous ouvrent des voies sur la génétique et sur des nouvelles approches médicamenteuses. C'est vraiment très stimulant, sans faire de mauvais jeu de mots. Merci. Donc, nous allons passer maintenant aux muscles et aux nerfs avec Benjamin Bardel. Il faut savoir qu'on n'a pas pu couvrir absolument tous les champs de la neurologie, donc il y aura toujours des personnes qui seront un peu restées sur leur faim, mais d'autres congrès seront couverts, celui d'l'ECTRIMS, pardon, j'ai fait mouche, et celui aussi de la Movement Disorder Society et d'autres. Donc, restez avec nous parce que vous aurez d'autres informations sur d'autres maladies plus tard. Benjamin, merci beaucoup. Donc, maintenant, le muscle et le nerf. Je pense qu'on m'entend. Donc voilà, moi je vais vous présenter donc, les highlights sur le nerf et le muscle du congrès de l'EAN. Une bonne partie du congrès était sur les traitements génétiques, notamment sur les thérapies géniques, que ce soit dans le CMT, les amyloses héréditaires à transthyrétine, la myotrophie spinale, les myopathies congénitales, les dystrophies musculaires, tout ça plutôt pour la neuropédiatrie. Donc j'ai procédé par étapes. Pour le muscle, nous avions donc l'essai sur 6 patients atteints de dystrophie musculaire des ceintures liées à la phase sarcoglycane qui utilisent l'injection ciblée sur un membre par voie artérielle de vecteur viral adéno-associé, permettant une réexpression du gène de la protéine avec une amélioration clinique chez certains patients, réexpression donc de la protéine prouvée sur des biopsies musculaires. Dans les myopathies myotubulaires liées à l'X, il y avait l'essai Aspiro toujours en cours, pareil, utilisant la thérapie génique par vecteur viral afin d'apporter une copie du gène MTM1, cette fois-ci donc chez les enfants de moins de 6 ans, avec une efficacité qui est déjà rapportée sur des résultats préliminaires permettant un sevrage respiratoire et même une reprise de la déambulation pour certains patients. Et dans la myopathie de Duchenne, il y avait déjà donc le déflazacort, qui est un corticostéroïde diminuant l'inflammation musculaire, et à l'avenir la tallurène, qui actuellement sur 180 garçons de suivi de cohorte montre des résultats positifs sur les scores fonctionnels de marche et sur la fonction cardiaque avec une bonne tolérance. On est à 2 ans de recul maintenant. Également présenté dans le congrès d'autres traitements pour des maladies métaboliques touchant le muscle, notamment l'utilisation du myozyme enzymothérapie de substitution de l'alpha-glucosidase, qui a actuellement l'AMM dans la maladie de Pompe, et dans le futur une enzymothérapie qui est l'alpha-aval-glucosidase, dont la tolérance et l'efficacité sont rapportées dans les résultats provisoires de l'essai COMET, et qui, associé à la protéine chaperone dans l'étude PROPEL, pourrait avoir du coup sa place dans la maladie de Pompe. Pour le motoneurone, dans la myotrophie spinale proximale de type 1, on a le nusinersen, oligonucléotide antisens, qui est utilisé chez l'enfant, mais également chez l'adulte, pour les types 2 et 3, avec une amélioration motrice pour l'instant chez la majorité des patients, et également le risdiplam qui a été présenté dans les études chez les enfants, Sunfish et Firefish, permettant une amélioration des scores CHOP INTEND. Pour la SLA, on a quelques études intéressantes, notamment donc une étude milanaise qui utilise le neurofilament et la chitotriosidase, qui est un marqueur d'activation macrophagique plutôt utilisé dans la maladie de Gaucher, mais qui serait utile dans le diagnostic de la SLA.
une étude française sur les modifications précoces de la moelle spinale au niveau cervical chez les patients atteints de mutation génétique C9orf, et une étude italienne suggérant un effet bénéfique du curcumin en jouant sur le stress oxydatif de la SLA, qui, je pense, reste à prouver sur des plus grandes études, puisqu'actuellement, c'est sur 33 patients et les résultats sont une tendance à une détérioration moindre sur le MRC, mais c'est à suivre. Pour le nerf, nous avons l'inotersen, oligonucléotide antisens, utilisé comme inhibiteur de la TTR dans les stades 1 et 2 en injection subcutanée de l'amylose héréditaire à transthyrétine, qui est en deuxième intention actuellement après le patisiran en France. Là, il s'agissait donc de la présentation des résultats de la phase d'extension ouverte de l'inotersen, montrant qu'il y avait toujours un bénéfice en injection chez les patients déjà traités, et que même chez les patients qui avaient été traités initialement par placebo, on voyait une diminution du taux de TTR sérique et une amélioration de l'ANIS et du Norfolk, ainsi que de la SF36. Également présenté les résultats de l'étude Apollo avec le patisiran dans l'amylose, toujours à transthyrétine. Patisiran, donc agent ARN interférent, bloquant la production au niveau hépatique des tétramères instables de TTR, permettant d'éviter les dépôts amyloïdes, efficace aussi bien sur la neuropathie, en ralentissant donc la progression du NIS, mais aussi donc efficace aussi sur la qualité de vie et aussi surtout efficace sur la cardiopathie amyloïde. Il y avait aussi les résultats de la phase ouverte d'Apollo, présentés par l'équipe de Kremlin-Bicêtre, donc avec l'effet du patisiran sur l'amélioration du NIS et la qualité de vie chez les patients qui avaient été traités initialement chez placebo, avec par ailleurs l'annonce à l'avenir du vutrisiran qui serait en injection, cette fois-ci sous cute tous les mois et non plus toutes les 3 semaines. Voilà, sur le nerf, donc pas que l'amylose TTR, puisqu'il y a des thérapies géniques ou des dérivés qui sont en cours d'évaluation dans des CMT, en utilisant soit des oligonucléotides antisens, soit des siRNA, dans le CMT1A, le CMT1X, le CMT4C et même le CMT2, pour l'instant chez la souris. Pour la jonction neuromusculaire, il y avait quelques présentations, alors un peu moins quand même, sur la myasthénie auto-immune, avec donc l'utilisation du rituximab dans une étude française, voilà, en vie réelle, qui rassure sur l'utilisation de cette molécule, qui encourage à l'utilisation de cette molécule. Une étude japonaise sur l'utilisation de l'éculizumab et la future molécule, le zicoplan, qui est donc une molécule qui fixe le complément C5 et qui empêche donc la formation du complément d'activation macrophagique. Le zilucoplan et l'éculizumab, ce sont donc deux anti-C5 qui bloquent, qui empêchent la formation du complément d'activation macrophagique. Et en plus, le zilucoplan pourrait être utilisé en plus que dans la myasthénie auto-immune, dans la myosite nécrosante auto-immune. Donc ça aussi, c'est à suivre. Voilà, pour finir, parce que je trouvais ça intéressant d'en parler, et puis Bastien en a un peu parlé dans le topo sur l'épilepsie, mais c'est aussi présent sur les douleurs, notamment neuropathiques, c'est l'utilisation du cannabinoïde, où là, il y avait un débat qui disait pour ou contre. Donc c'est encore en débat, parce qu'en fait, les méta-analyses sont un peu contradictoires de par la quantité d'essais négatifs, en fait, qui ne sont généralement pas publiés ou pas rapportés, mais qui, je pense, pourrait être à l'avenir dans l'arsenal thérapeutique pour le traitement des douleurs neuropathiques et bien évidemment cancéreuses. Voilà, deux petites présentations
que je trouvais intéressant de rapporter. C'était un e-poster et une e-présentation sur les atteintes du nerf vestibulaire dans le syndrome de Guillain-Barré et dans la PIDC. Et je pense que ce serait intéressant d'étudier ça sur des plus grandes cohortes, et aussi une étude sur l'utilisation de la génétique dans certaines neuropathies associées aux gammapathies IgM, montrant que certaines mutations, notamment la L265P, pouvaient prédire une sévérité moindre des patients que chez les patients mutés MYD88 sauvages. Voilà, je pense aussi que c'est à suivre. Personnellement, ce que je dirais, c'est que ce congrès, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il est pratico-pratique pour le clinicien, mais qu'il a été très intéressant de voir que le futur est déjà là, que sur le plan des traitements, on a déjà un arsenal thérapeutique qui arrive et qui est colossal pour le muscle, le nerf, le motoneurone et la jonction musculaire, neuromusculaire, ce qui montre un peu la fin du wait and see pour le neurologue du nerf et du muscle. Et on attend, enfin, personnellement j'attends pour le prochain congrès éventuellement, qui est la place, qu'on nous montre la place des traitements immunomodulateurs dans des pathologies un peu plus communes comme le syndrome de Guillain-Barré, des minimisants, la MAN ou les neuronopathies par exemple. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Marie pour la clôture de cet webinaire. Merci. Merci beaucoup. Écoute, le futur est vraiment là, avec vous d'abord, que je remercie. Je voudrais surtout faire une mention tout à fait particulière pour Marilyn Vaux, qui est vraiment l'âme de cette réunion dans la... J'ai oublié d'afficher mon écran. Donc, je voulais vraiment remercier Marilyn Vaux, qui a vraiment été... Bon, d'abord la lumière de cette, avec son sourire et sa gentillesse pour nous mobiliser, et puis aussi pour tout le soutien qu'elle apporte avec toutes ses connaissances. Je voudrais aussi dire à Adam et à Elsa Monin qu'ils ont vraiment fait une œuvre formidable. Elsa a été très active dans les réseaux sociaux, dans la pensée. Adam Cellier, qui est en responsabilité de la NINF, a également été un moteur important et nous a tous rassemblés aujourd'hui. Et puis merci Charlotte, David, Bastien et Benjamin. Voilà, le futur est en action et vous êtes là avec tous les autres. Merci, bonne journée et donc à bientôt.